Et si le vrai perdant de la guerre des sanctions n'était pas celui qu'on imaginait? Depuis 2022, l'Union européenne a multiplié les sanctions contre la Russie avec l'objectif clair: étouffer son économie, forcer Moscou à reculer et démontrer la force du front occidental. Mais alors que Bruxelles s'attendait à voir l'économie russe s'effondrer sous la pression, c'est un tout autre scénario qui s'est joué. Les sanctions, censées isoler la Russie, ont déclenché une riposte inattendue. Moscou a limité ses exportations de ressources stratégiques, redirigeant gaz, pétrole, métaux et engrais vers l'Asie. Résultat? L'Europe s'est retrouvée privée de matières premières essentielles, du palladium pour les catalyseurs automobiles, au titane pour l'aéronautique, en passant par le nickel et les terres rares pour l'industrie électronique. Des centaines de milliards d'euros de pertes, des usines à l'arrêt, des emplois disparus et une compétitivité en chute libre. Les prix du gaz ont explosé, rendant la production d'acier, d'aluminium ou d'engrais économiquement impossible pour de nombreux sites européens. Le secteur agricole aussi a souffert. Le manque d'engrais russes a fait bondir les prix alimentaires, tandis que les exploitants européens devaient faire face à une concurrence mondiale toujours plus rude. En cherchant à isoler la Russie, l'Europe s'est piégée dans sa propre toile de dépendance, mettant en péril son tissu industriel et le quotidien de millions de personnes. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Pour comprendre l'ampleur de ce choc économique, revenons aux origines de cette crise. Avant la crise, l'Europe croyait à une formule simple: sanctionner et gagner. L'idée dominante à Bruxelles était limpide: couper la Russie des marchés, bloquer ses avoirs et regarder son économie s'écrouler sans coup férir. Mais cette stratégie reposait sur une immense erreur de calcul. La Russie n'est pas un pays comme les autres dans le jeu économique mondial. Car la Russie, c'est bien plus qu'un simple exportateur de pétrole ou de gaz. C'est un fournisseur absolument clé de matériaux stratégiques indispensables à notre vie moderne. Imaginez, sans le palladium russe, qui représente près de 40% de la production mondiale, impossible de fabriquer les catalyseurs des voitures européennes. Sans le titane de Russie, l'aéronautique européenne, d'Airbus aux sous-traitants, voit ses chaînes de montage menacées. Le nickel, essentiel pour l'acier inoxydable et les batteries de voitures électriques. Les terres rares, précieuses pour l'électronique et les technologies de pointe. Or, toute l'industrie européenne repose sur ces matériaux. Un seul maillon qui lâche, et c'est toute la chaîne qui bloque. Pas de catalyseur, pas de voiture, pas de titane, pas d'avion, pas de terres rares, pas de smartphone, ni d'équipements médicaux ou militaires. En croyant que la Russie plierait rapidement sous les sanctions, l'Europe a totalement sous-estimé cette interdépendance vitale. Résultat, au lieu d'asphyxier Moscou, c'est l'industrie européenne qui a suffoqué la première, avec des arrêts de production en cascade, des pertes de milliards d'euros chaque jour d'usines fermées, des emplois supprimés et des marchés perdus. La mauvaise évaluation de ces liens économiques s'est révélée fatale. La stratégie des sanctions, censée isoler la Russie, a provoqué des pertes irréversibles pour l'Europe. Mais cette vision a volé en éclats dès que Moscou a riposté. Quand la Russie ferme les vannes, l'Europe tousse. Et ce n'est pas qu'une métaphore. C'est tout un continent qui s'est retrouvé à l'arrêt, pris de court par la réalité de l'interdépendance avec Moscou. Regardons de plus près comment, secteur par secteur, l'Europe a encaissé le choc. Première onde de choc, l'industrie. Prenons l'automobile. Saviez-vous que la Russie contrôle près de 40% de la production mondiale de palladium? C'est un métal indispensable pour les pots catalytiques. Résultat, dès que les exportations russes ont été bloquées, les chaînes d'assemblage de voitures européennes se sont grippées, incapables de produire des véhicules sans cette pièce essentielle. Ce n'est pas qu'une question de pièces détachées. Chaque jour d'arrêt d'usine, ce sont des millions d'euros de chiffre d'affaires en moins, des emplois mis en péril, des salaires et des recettes fiscales qui disparaissent. Mais l'automobile n'est pas la seule à souffrir. Dans l'aéronautique, même scénario. Le titane russe représentait une part cruciale des importations européennes. Avions cloués au sol, lignes d'assemblage stoppées net faute d'alliage nécessaire. Ajoutez à cela la raréfaction du nickel, essentiel à la production d'acier et de batteries électriques, et vous obtenez un effet domino.
des pans entiers de notre industrie high-tech s'arrêtent, des milliers d'emplois menacés. Deuxième secteur touché, l'énergie. Avec la redirection des ressources russes vers l'Asie, le gaz autrefois bon marché s'est transformé en produit de luxe. En quelques mois, sa facture a été multipliée par 3, parfois 4. Pour les industriels européens, c'est une catastrophe. Usines historiques fermées, production d'acier ou d'aluminium devenue hors de prix, chimie et pétrochimie en déroute. Même les secteurs qui semblaient les plus solides sont fragilisés. La désindustrialisation n'est plus une crainte lointaine, mais un processus bien réel. Des sites actifs depuis des décennies ferment, incapables de survivre à ces nouveaux coûts. L'agriculture, elle aussi, a été frappée de plein fouet. La Russie est le principal exportateur mondial d'engrais azotés et potassiques. Quand ces livraisons ont été coupées pour l'Europe, mais maintenues vers l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique latine, les agriculteurs européens ont vu les prix de leurs intrants exploser. Certains ont payé leurs engrais 2 à 3 fois plus cher que leurs concurrents des autres continents. À la clé, une perte de compétitivité dramatique, une hausse des prix alimentaires et, là encore, des exploitations menacées. Et ce n'est pas tout. La Russie ne s'est pas contentée de riposter en fermant le robinet des ressources. Elle a aussi nationalisé en miroir des actifs européens pour des dizaines de milliards d'euros, en réponse au gel de 300 milliards d'actifs russes par l'UE. Un bras de fer qui laisse des traces profondes dans la confiance et l'investissement. Toutes ces fractures ont un coût humain et social colossal. Derrière chaque chaîne de production arrêtée, ce sont des familles en difficulté, des régions entières qui voient leur avenir s'assombrir. La compétitivité européenne, si chèrement acquise, vacille. Et la spirale de la désindustrialisation menace de s'emballer. Car lorsqu'une usine ferme, ce n'est pas seulement une entreprise qui disparaît, c'est tout un écosystème qui s'effondre. Alors, quelles sont les conséquences durables de cette nouvelle réalité pour l'Europe? L'Europe pourra-t-elle se relever? Ou la descente continue-t-elle? Les conséquences des sanctions ne sont pas seulement temporaires. Elles annoncent une recomposition profonde du paysage économique européen. Déjà, de nombreuses usines, de la chimie à la métallurgie, ont fermé leurs portes, incapables de supporter le coût explosif de l'énergie et l'accès limité aux matières premières essentielles. Ces fermetures ne sont pas des pauses. La désindustrialisation s'installe durablement. Les investissements fuient, partant vers des régions où l'énergie reste bon marché et la chaîne d'approvisionnement sécurisée, comme l'Asie ou l'Amérique du Nord. Résultat, chaque fermeture d'usine, chaque délocalisation, signifie des milliers d'emplois détruits et un chômage qui ne cesse de grimper. Derrière les statistiques, ce sont des familles entières qui basculent dans la précarité, des territoires qui s'appauvrissent, des tensions sociales qui explosent. Mais ce n'est pas tout. L'agriculture européenne, elle aussi, paie le prix fort. L'exclusion des engrais russes a fait flamber les coûts de production, pénalisant lourdement les agriculteurs européens face à leurs concurrents asiatiques ou sud-américains qui, eux, continuent d'acheter à la Russie. Les prix à la consommation augmentent, la compétitivité recule et les exportations européennes s'effondrent. Les tractor marches et la multiplication des protestations dans toute l'Europe ne sont que la partie visible de cette détresse. Sur la scène mondiale, l'Europe perd du terrain. Sa dépendance aux ressources russes était profonde. La remplacer en urgence coûte cher, prend des années et grève encore plus la compétitivité de l'industrie. Pendant ce temps, la Russie, loin de s'effondrer, redirige ses exportations énergétiques et agricoles vers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Les usines européennes, elles, subissent une double peine, pénurie et explosion des prix. Le plus inquiétant, c'est que ce retard accumulé pourrait condamner l'Europe à un déclassement durable, alors que les flux de capitaux, de matières premières et d'innovation se détournent progressivement de l'Union. Face à ce constat, une question s'impose. Mais existe-t-il des solutions ou des leçons à tirer pour inverser la tendance? Peut-on encore changer le cours des choses? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui à l'Europe. Si la spirale de désindustrialisation et de perte de compétitivité semble lancée, il reste des leçons à tirer et des choix à faire. Première évidence,
l'Europe doit absolument diversifier ses sources d'énergie et ses secteurs industriels. Miser sur un seul fournisseur critique, comme la Russie, s'est révélé être un pari dangereux. Mais la diversification, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Elle exige des investissements massifs dans de nouvelles infrastructures, souvent moins rentables à court terme. Pourtant, ce coût immédiat est un moindre mal face au spectre d'une perte durable de croissance. Ensuite, il est crucial de repenser les partenariats stratégiques. L'Union européenne doit sortir du schéma de dépendance unique pour tisser des liens avec plusieurs régions du monde, même si ces solutions sont parfois plus chères ou moins pratiques. Il faut aussi, dans la prise de décision politique, anticiper beaucoup mieux les effets de l'interdépendance. Chaque mesure prise en chaîne, chaque sanction, peut avoir des conséquences inattendues. Rester enfermé dans les vieilles stratégies ou refuser de s'ajuster risquerait de sacrifier une génération entière d'emplois et de prospérité. Alors, quelle voie l'Europe doit-elle maintenant privilégier pour éviter de s'enliser davantage? Face à ce constat, une question reste. La prochaine crise sera-t-elle anticipée ou subie? C'est la question que chacun d'entre nous devrait se poser, maintenant que nous avons vu comment un pari géopolitique, censé affaiblir la Russie, a surtout fragilisé l'Europe elle-même. On pensait que l'asphyxie économique de Moscou serait une formalité, mais c'est l'industrie européenne qui a suffoqué en premier. Arrêt de production, prix du gaz multiplié par 3 ou 4, perte de compétitivité des agriculteurs, délocalisation, chômage. Sans oublier la nationalisation de dizaines de milliards d'actifs européens en Russie. Et surtout, la bascule des exportations russes vers l'Asie, laissant l'Union européenne avec des usines à l'arrêt et des marchés perdus, pendant que les concurrents asiatiques profitent de ressources énergétiques et matières premières à bas coût. Bruxelles a sous-estimé la capacité de Moscou à transformer ses ressources stratégiques en armes économiques. Or, la dépendance était mutuelle et l'illusion d'un coup unilatéral s'est effondrée face à la réalité. L'Europe a payé le prix fort entre déclin industriel, précarité énergétique et perte d'influence dans la chaîne de valeur mondiale. Au fond, la question n'est pas seulement de savoir combien ont coûté ces sanctions, mais pourquoi nos décideurs n'ont pas anticipé une riposte symétrique, ni mesuré les risques d'un isolement dans un monde interdépendant. Comprendre ces dynamiques n'est pas un exercice intellectuel abstrait. C'est ce qui déterminera, demain, qui pourra protéger ses emplois, sa croissance, son niveau de vie, et qui sera relégué au second plan. Alors, laissons-nous porter par la croyance que la puissance, c'est simplement imposer ses règles aux autres, ou devons-nous repenser notre vulnérabilité dans un monde où le moindre déséquilibre se paye cash? À vous de juger.